J'avais organisé une fête surprise pour mon mari, et il est rentré à la maison en embrassant une autre femme, pensant que personne n'était là. Le 40e anniversaire de mon mari était censé être une de ces soirées dont nous parlerions pendant des années, mais pour une raison complètement différente de celle que j'ai finalement eue. J'avais passé presque un mois à organiser une fête surprise dans son dos, ce qui semble adorable jusqu'à ce que vous sachiez à quel point je suis mauvaise pour garder les secrets. J'ai caché des décorations dans le garage de ma sœur, commandé un gâteau dans une petite pâtisserie à l'autre bout de la ville, et même convaincu ma belle-mère de venir de l'extérieur sans le lui dire. L'anniversaire était plus important que d'habitude parce que son père était décédé à 39 ans. Chaque année, à mesure que la quarantaine approchait, mon mari devenait un peu plus étrange à ce sujet. Pas dramatique exactement, mais plus silencieux, agité, comme si le chiffre le suivait partout dans la maison. Le plan était simple. Je lui ai dit que j'allais dormir chez ma sœur parce qu'elle passait une semaine difficile et ne voulait pas être seule. Ma sœur a accepté de me couvrir s'il appelait, même si elle n'arrêtait pas de dire « il va savoir ». Tu mens comme une enfant nerveuse. Il n'a pas su. En fait, il avait l'air presque soulagé. Il avait un dîner de travail ce soir-là et a mentionné, avec le même ton désinvolte qu'il utilisait pour tous ces derniers temps, qu'il avait un voyage d'affaires 2 jours plus tard. Je me souviens d'être debout près du comptoir de la cuisine, à nouer des rubans autour de petits sacs cadeaux en papier et à penser à quel point le timing était pratique, car je pourrais nettoyer après la fête pendant son absence. Pendant ce temps, il m'a embrassé sur la joue, a attrapé son manteau et a dit « Ne veille pas trop tard chez ta sœur ». Un de ses plus vieux amis travaillait dans la même entreprise, et je lui avais demandé de m'aider avec le timing. Il était au dîner pour la première partie de la soirée. Donc, quand mon mari est parti, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était en route pour la maison. Il a aussi écrit « Il a un peu bu. Il marche bien, mais il le sent vraiment ». Puis, peut-être 30 secondes plus tard, un autre message est arrivé. Aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose, mais il a été bizarre ces derniers temps. Je te raconterai plus tard. J'ai fixé ce deuxième message plus longtemps que je n'aurais dû. Je ne voulais pas gâcher la surprise en paniquant à cause d'une phrase vague. Alors, j'ai fourré mon téléphone dans ma poche et je suis retourné dans le salon. Tout le monde se cachait. Ma belle-mère était accroupie à côté du canapé, même si je lui avais dit qu'elle n'avait pas besoin de s'accroupir vraiment, et ma sœur essayait de ne pas rire parce qu'un de nos amis n'arrêtait pas de chuchoter que son genou se bloquait. La maison était sombre, à l'exception d'une fente de lumière provenant du couloir. Je me tenais le plus près de la porte d'entrée parce que je voulais voir son visage quand les lumières s'allumeraient. Une voiture s'est garée dans l'allée. Un deuxième jeu de phare s'est arrêté près du trottoir. J'ai entendu un moteur s'éteindre, puis l'autre. 2 portières de voiture se sont ouvertes presque en même temps. Il y a eu des pas sur le chemin d'entrée, puis sa voix, basse et détendue par l'alcool. Je n'arrivais pas à distinguer les mots. Puis j'ai entendu une femme rire. Pas ma sœur, pas ma belle-mère, pas personne dans cette pièce. J'ai tendu la main vers le mur pour l'interrupteur. Mais avant que je ne le touche, la porte d'entrée s'est ouverte, et mon mari est entré avec une femme accrochée à lui. Il avait un bras autour de sa taille. Elle avait les 2 mains sur le devant de sa chemise. Et avant que l'un ou l'autre ne remarque le salon sombre rempli de gens, il s'est penché et l'a embrassée. Quelqu'un derrière moi a crié « Surprise !» Les lumières se sont allumées, et toute la pièce est devenue silencieuse. Mon mari s'est écarté de la femme si brusquement qu'il a failli perdre l'équilibre. Elle a trébuché d'un pas, a regardé autour d'elle et est devenue pâle. Ma belle-mère se tenait à côté du canapé, les 2 mains sur la bouche. Ma sœur a chuchoté, déni une fois, doucement, mais je ne pouvais pas la regarder. Je fixais mon mari et il me fixait comme si j'étais entré par effraction chez lui et que je l'avais surpris en train de faire quelque chose de privé. Je peux expliquer, a-t-il dit. J'ai ri. Je ne voulais pas. C'est sorti comme ce horrible petit son qui ne semblait même pas être le mien. La femme a lissé le devant de sa robe avec les 2 paumes. J'ai remarqué ça parce que quand votre vie est en train de se briser, apparemment votre cerveau s'accroche à des détails stupides. Sa robe était bleu foncé. Une de ses boucles d'oreilles était tordue. Elle avait l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle était entrée dans le mauvais appartement. Mon mari s'est frotté le front. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ma sœur a vraiment chuchoté, « Oh, allez !» J'ai finalement demandé la seule chose à laquelle je pouvais penser.
Qui est-elle? Il a ouvert la bouche, l'a refermée et a regardé vers la femme. C'est à ce moment-là que son ami du travail est entré par la porte derrière eux. Il avait suivi dans sa propre voiture parce qu'il était au courant de la surprise. Il a jeté un regard à la femme et s'est arrêté. Oh, a-t-il dit, pas fort. Juste assez. Je me suis tourné vers lui. Tu la connais? Son visage a fait quelque chose que je ne peux toujours pas décrire sans me mettre en colère. C'était de la reconnaissance mêlée de culpabilité, comme si plusieurs petites informations s'étaient soudainement assemblées dans sa tête. Elle travaille avec nous, dit-il prudemment. Mon mari a coupé. Ne fais pas ça. Son ami l'a fixé. Sérieusement? J'ai demandé à son ami. Que veux-tu dire par sérieusement? Il m'a regardé, puis mon mari. Je les ai vus déjeuner ensemble souvent. Je pensais qu'ils travaillaient peut-être sur quelque chose. Ils disparaissent dans son bureau, mais ça arrive au travail. Je ne savais pas. Mon mari a lancé, tu ne sais rien. La femme l'a regardé. Tu avais dit. Il s'est tourné vers elle si vite que ça l'a fait taire. Et voilà, encore une fois. Ce besoin de contrôler la pièce. De contrôler l'ordre des informations. De contrôler qui parlait et quand. À l'époque, je pensais que c'était de la panique. Plus tard, j'ai réalisé que la panique n'expliquait pas à quel point il était habitué à le faire. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Elle m'a regardé comme si j'étais la dernière personne à qui elle voulait répondre. Il a dit que vous étiez pratiquement séparés. Mes oreilles ont bourdonné pendant que mon mari disait mon nom. J'ai levé une main. Non, tu n'as pas le droit de dire mon nom comme si c'était moi qui rendais les choses gênantes. Ma belle-mère a finalement bougé. Elle a marché droit vers lui et a dit, dis la vérité à ta femme. Il a regardé sa propre mère. Et au lieu de s'effondrer ou de s'excuser ou de faire quoi que ce soit de vaguement normal, son visage s'est crispé. Puis il a dit, est-ce que tout le monde peut arrêter de transformer ça en spectacle? Un spectacle? C'est comme ça qu'il l'a appelé. Il y avait des ballons derrière lui avec son âge imprimé dessus, une table pleine de nourriture que j'avais passé 2 jours à préparer, et un gâteau qui avait coûté plus cher que je ne voulais l'admettre. J'avais invité sa famille, ses amis, des gens de notre quartier, et l'homme était entré au milieu de tout ça en embrassant une autre femme. Mais apparemment, c'est moi qui créais la scène. Nous étions mariés depuis 11 ans. Et si vous m'aviez demandé avant cette nuit-là si mon mari était contrôlant, je vous aurais dit non. Cette réponse aurait été techniquement honnête et complètement fausse. Il ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas quitter la maison. Il n'a jamais vérifié mes vêtements avant que je sorte. Il n'a jamais fait aucune des choses évidentes que les gens imaginent quand ils entendent le mot contrôlant. Ce qu'il faisait était plus petit et plus facile à justifier. Quelques années après notre mariage, il a été promu et nous avons déménagé pour son travail. J'avais travaillé comme réceptionniste dans un cabinet médical. Ce n'était pas glamour, mais j'aimais les gens. J'aimais connaître mon emploi du temps, et j'aimais voir de l'argent arriver sur mon propre compte. Quand nous avons déménagé, il a suggéré que je prenne quelques mois de congé pour m'occuper de la maison et découvrir ce que je voulais vraiment faire. Ce sera bon pour toi, a-t-il dit. Tu travailles depuis que tu es adolescente. Je l'ai cru. Et après quelques mois, j'ai commencé à postuler à des emplois. Il avait un avis sur chacun d'eux. Celui-ci payait trop peu. Celui-là avait un trajet qui engloutirait l'argent de l'essence. Un autre demandait des heures le week-end. Et il disait que les week-ends étaient le seul moment que nous avions vraiment ensemble. Un emploi exigeait des vêtements de travail. Et il s'est assis avec moi et a calculé combien je dépenserais pour avoir l'air professionnel par rapport au salaire. Il n'était pas méchant en le faisant. C'était ça le problème. Il avait l'air pratique. Finalement, j'ai arrêté de postuler aussi souvent. Puis j'ai arrêté de lui dire quand je trouvais quelque chose d'intéressant parce que je connaissais déjà le discours. Après un certain temps, la pause temporaire est devenue mon rôle. Il travaillait. Je m'occupais de la maison. Il payait les factures. Je lui faisais confiance. La maison était une autre chose que je n'ai jamais complètement comprise. Elle avait appartenu à son père. Et après la mort de son père, mon mari en a toujours parlé comme si c'était la sienne. Il payait les impôts fonciers.
Il s'occupait de l'assurance. Il organisait les réparations. Chaque fois que quelque chose se présentait, il disait des choses comme « Je dois m'occuper de la maison » ou « Cet endroit est ma responsabilité ». Maintenant, je savais que sa mère avait encore un lien avec la propriété. Mais je n'ai jamais demandé exactement ce que cela signifiait. Il disait toujours qu'il s'en occupait avec elle. Ma propre mère n'aidait pas vraiment. J'ai grandi en entendant que le mariage était privé et que les bonnes épouses ne mêlaient pas les étrangers à chaque désaccord. Si mon père boudait pendant 2 jours, ma mère appelait ça préserver la paix. S'il prenait une décision sans elle, elle disait, parfois, il faut laisser un homme se sentir comme l'homme de la maison. Donc me voilà à la fête d'anniversaire de l'enfer de mes 40 ans, debout dans une maison que je pensais appartenir à mon mari, sans emploi, sans économie personnelle que je pouvais accéder rapidement et sans idée de combien d'argent nous avions. Et la chose qui me faisait presque aussi peur que l'infidélité était de réaliser que je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblerait le fait de le quitter. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de traiter tout cela parce que mon mari a décidé d'aggraver la situation en temps réel. Il m'a dit d'arrêter de faire une scène et de m'éloigner de l'embrasure de la porte. J'ai dit, pardon? Il a fait un geste vers le couloir comme si je bloquais la circulation. Je ne vais pas faire ça avec un public. On pourra parler plus tard. Ma belle-mère s'est interposée entre nous. Elle ne va nulle part. Il l'a regardée. Maman, reste en dehors de ça. Non. Je ne l'avais jamais entendu lui dire ce mot comme ça. Il a ri une fois, sèchement et avec incrédulité. C'est ma maison. Ma belle-mère l'a fixé pendant peut-être 2 secondes. Puis elle a dit, non, ce n'est pas le cas. On aurait pu laisser tomber un verre dans cette pièce et entendre chaque petit morceau toucher le sol. Mon mari a regardé sa mère comme si elle l'avait giflé. Quoi? Elle a pointé vers le plafond, puis vers le sol sous nos pieds. Cette maison est à moi. Elle est à moi depuis la mort de ton père. Tu le sais. Tu gères les factures parce que je te laisse les gérer. Il n'avait pas l'air confus. C'est la partie importante. Il avait l'air furieux et je me suis tourné vers lui. Tu savais? Il m'a ignoré. Sa mère a continué. Tu n'as pas le droit de te tenir ici et d'ordonner à ta femme de sortir de ma maison. Son visage est devenu rouge. Pourquoi fais-tu ça maintenant? Elle a ri. Mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Parce que tu as amené ta petite amie à la fête surprise de ta femme. Mon mari a immédiatement dit, ce n'est pas si simple. Sa mère a dit, ça a l'air assez simple d'où je suis. Mon mari a commencé à faire les 100 pas. Tout le monde doit partir. Personne n'a bougé. Et il m'a regardé de nouveau. J'ai dit qu'on parlerait quand ce ne sera pas un cirque. J'ai dit, tu es entré dans le cirque en embrassant une femme du travail. Je ne savais pas que des gens étaient ici. Je l'ai fixé. Tu t'es fait du mal. Je pouvais le dire parce que son expression a changé pendant une demi-seconde. Donc, si nous n'étions pas là, ça aurait été bien, j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'as-tu dit? Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. J'ai 40 ans. J'ai réfléchi à ma vie, à papa, au fait qu'il n'a même pas atteint cet âge. Sa mère est devenue complètement immobile. Il a continué à parler quand même. J'ai passé des années à faire ce que tout le monde attendait. Je me suis marié, j'ai eu le travail, j'ai fait tourner la maison, je me suis occupé de tout, et je me suis réveillé en réalisant que je ne sais même pas si c'est la vie que je voulais. Tu utilises ton père mort pour expliquer pourquoi tu m'as trompé. J'explique où en était ma tête. Non, tu mets un petit ruban triste autour de ça pour te sentir profond. Ma sœur a fait un bruit derrière moi qui aurait pu être une toux couvrant un rire. Mon mari m'a fusillé du regard. C'est exactement ce dont je parle. Tu dois toujours tout transformer en attaque. Le gâteau était sur la table de la salle à manger à environ 1 mètre de moi. C'était un gâteau ridicule, honnêtement. 2 étages, garniture au chocolat, son glaçage préféré, de petites décorations dorées, tout le tralala. J'avais dépensé plus que je n'aurais dû parce que je voulais que la journée soit spéciale. Je l'ai soulevé. Ma sœur a dit, ne fais pas ça. Ce qui, naturellement, m'a donné encore plus envie de le faire. J'ai marché droit vers lui et j'ai poussé le gâteau contre sa poitrine, pas son visage.
Je n'essayais pas de le blesser. Je voulais juste que ce stupide gâteau parfait quitte ma table et se retrouve sur la personne qui avait ruiné la soirée. Le glaçage a explosé sur sa chemise. Une partie a touché la robe de la femme. Elle a halté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai dit, désolé, je suppose que je fais une scène. Mon mari a baissé les yeux sur lui-même, puis sur moi. Puis il a dit très doucement, tu es incroyable. Et ça a fait plus mal que s'il avait crié. La femme a attrapé une pile de serviettes sur la table et a commencé à essuyer le glaçage de sa robe. Elle était en colère maintenant, elle aussi, ce que j'ai presque respecté. Au moins une personne dans cette pièce, à part moi, avait une réaction émotionnelle honnête. Elle a regardé mon mari et a dit, tu m'avais dit que vous vous parliez à peine. Je me suis figé. Il a dit, pas maintenant. Elle l'a ignoré. Tu as dit que vous étiez pratiquement séparés. Je me suis tourné vers elle. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble ce matin. Son visage a changé. J'ai continué parce qu'une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Il m'a embrassé avant le travail. Nous avons choisi une nouvelle lampe le week-end dernier. Il m'a demandé hier si je voulais aller rendre visite à ma sœur le mois prochain. C'est ça que ça veut dire être séparé pour lui? Mon mari a de nouveau dit mon nom, plus sèchement. La femme l'a fixé. Tu as dit qu'elle savait. J'ai dit, je savais quoi? Elle avait l'air de vouloir disparaître. Que les choses étaient finies. Elles n'étaient pas finies. Il s'est mis entre nous. Assez. Je l'ai contourné. Depuis combien de temps? Elle a dégluti. Quelques mois. Mon estomac s'est noué. Son ami du travail était toujours près de la porte d'entrée. Et quand je l'ai regardé, il avait l'air malade. Je les ai vus déjeuner. Il a dit beaucoup. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne savais pas. Mon mari a explosé. Parce qu'il n'y avait rien à savoir. La femme s'est retournée contre lui. Tu te moques de moi. Je me suis approché d'elle. Je n'allais pas la frapper, mais j'étais assez proche pour que mon ami attrape mon bras et dise « Eh, non ». Je me suis dégagé et je me suis immédiatement senti gêné. Elle savait qu'il était marié, ce qui comptait pour moi, mais on lui avait aussi clairement menti. Et mon mari semblait terrifié qu'elle puisse dire autre chose. Ma belle-mère a regardé son fils et a dit « Monte, change de vêtements, puis pars ». Il l'a fixé. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. C'est entre moi et ma femme. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû amener une autre femme dans la maison. Les derniers invités ont commencé à partir après ça. Personne ne savait quoi dire. Un ami m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Un autre m'a juste serré la main. Ma sœur est restée. Son ami est resté quelques minutes de plus, s'est excusé 2 fois de ne pas avoir fait le lien plus tôt, puis est parti l'air misérable. La femme est sortie. Je pouvais la voir par la fenêtre de devant, debout près du trottoir, les bras croisés, fixant son téléphone. Mon mari est monté couvert de gâteaux. Je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai regardé l'endroit vide où se trouvait le gâteau. C'est l'image que je retiens le plus de cette nuit-là. Pas le baiser, pas son visage, le cercle de carton vide dessous le gâteau, maculé de glaçage, au milieu des décorations. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des tiroirs s'ouvrir à l'étage. Ma sœur s'est assise à côté de moi. Viens à la maison avec moi. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas à rester ici ce soir. Je ne sais pas où d'autre je suis censé être. Ma belle-mère, debout en face de nous, a dit, ici. Tu es censé être ici. Je l'ai regardé et pour la première fois de la nuit, j'ai pleuré. Il est descendu environ 20 minutes plus tard, en jean et chemise propre, portant une petite valise. La valise m'a immédiatement dérangé parce qu'elle avait l'air trop bien faite pour quelque chose qu'il aurait préparé en 20 minutes. Puis je me suis souvenu du voyage d'affaires qu'il avait mentionné. Tu avais déjà fait cette valise, j'ai dit. Il a regardé la valise comme s'il avait oublié qu'il la tenait. Pour le travail. Bien sûr, il a expiré. Je ne fais pas ça. Non, apparemment tu fais plusieurs autres choses. Il a levé les yeux au ciel. Ce petit geste a failli me faire exploser à nouveau. Il a montré ma chemise, qui avait aussi du glaçage.
Tu dois te calmer. Tu m'as agressé devant des gens avec un gâteau. Ça ne rend pas la chose acceptable. Et de manière agaçante, il avait raison sur ce point. Je lui avais jeté quelque chose dessus. Je savais que c'était impulsif et stupide, mais la façon dont il l'a dit donnait l'impression que le gâteau était le crime principal de la soirée. J'ai dit, tu as ramené une autre femme à la maison. Je sais ce que j'ai fait. Vraiment? Il a ramassé son manteau. Je vais à l'hôtel pour quelques jours. On parlera quand tu seras capable d'avoir une conversation normale. Je me suis levé. Tu n'as pas à noter ma réaction en découvrant que tu me trompes. Il a regardé sa mère. Vas-tu vraiment la laisser rester ici après ça? Sa mère l'a fixé. Oui. Il a ri une fois, mais c'était un rire amer. Incroyable. Puis il est sorti. La femme était toujours dehors. Ils ont parlé près de la voiture pendant moins d'une minute. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Elle avait l'air en colère. Il avait l'air fatigué. Puis ils sont montés dans des voitures séparées et sont partis. Je suis resté à la fenêtre à regarder ses feux arrière disparaître et j'ai eu la pensée la plus étrange. Je n'avais aucune idée de quelle partie des derniers mois avait été réelle. Les réunions tardives, les déjeuners de travail, les nuits où il disait qu'il était trop fatigué pour parler, l'intérêt soudain à mieux prendre soin de lui, le téléphone qu'il a commencé à poser face contre table. J'avais tout remarqué et j'y avais attaché des explications normales parce que je l'aimais. Ma belle-mère est restée cette nuit-là. Ma sœur aussi. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la porte s'ouvrir à nouveau. Le lendemain matin, je me suis levé parce que le réfrigérateur avait l'air ridicule. Nous avions de la nourriture de fête partout, mais presque rien de normal à manger. J'ai décidé que je voulais des œufs, du pain, du café et quelque chose d'assez ennuyeux pour prouver que le monde existait encore. Ma belle-mère est venue avec moi. À l'épicerie, j'ai rempli un petit chariot. Rien d'excessif. Quand la caissière a fait le total, j'ai tendu la carte que j'utilisais toujours. La carte a été refusée, alors j'ai cligné des yeux devant l'écran et j'ai demandé, « Pouvez-vous essayer à nouveau ?» Elle l'a fait. Et elle a été refusée une deuxième fois pendant que des gens attendaient derrière moi. Je pouvais les sentir attendre. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone, mais je ne pouvais pas voir les détails du compte principal parce que le compte n'était pas le mien. La carte était une carte supplémentaire liée à son compte. J'ai appelé le numéro au dos en me tenant près des chariots. Après plusieurs minutes de menu et de questions de vérification, j'ai appris que la limite de dépenses de ma carte supplémentaire avait été réduite. La limite avait été réduite, ce qui signifiait qu'il n'était pas simplement parti. Quelque part entre son départ de la maison et ce matin-là, il s'était assuré que je ne pouvais pas dépenser comme je le faisais normalement. J'ai reposé la moitié des courses. Ma belle-mère a essayé de tout payer et j'ai d'abord refusé parce que j'étais gêné. Elle a finalement dit, « S'il te plaît, ne me fais pas discuter avec toi devant les bananes. » Cela m'a suffisamment brisé pour la laisser payer. Sur le parking, j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que peu importe votre âge, il y a toujours une petite partie stupide de vous qui s'attend à ce que votre mère dise la bonne chose quand votre mariage explose. Elle a écouté pendant que je lui parlais de l'infidélité, de la fête, du gâteau, de la carte. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, « Je sais qu'il a eu tort. » Cette phrase portait en elle un « mais » avant même qu'elle ne prononce le mot suivant. « Mais tu n'avais pas besoin de l'humilier devant tout le monde. » J'ai regardé mon téléphone pour m'assurer que je n'avais pas appelé la mauvaise personne. Quoi? Tu lui as jeté un gâteau dessus devant sa mère, devant ses collègues. Il est entré en embrassant une autre femme. J'ai dit qu'il avait eu tort. Tu dis ça comme si c'était une contravention. Ma mère a soupiré. Tu as toujours eu un tempérament colérique. Tu le sais. Tu te souviens quand tu avais 16 ans et que tu as jeté ce verre dans l'évier? J'ai ri parce que sinon j'aurais crié. On parle de quelque chose que j'ai fait adolescente maintenant. Je dis que ça ne sort pas de nulle part. Et voilà. Toute mon enfance en une phrase. Quelqu'un m'a blessé. J'ai mal réagi et soudain la réaction est devenue l'histoire. J'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Puis elle a envoyé des messages. Je n'ai pas répondu.
Ma belle-mère était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Après une minute, elle a dit, je lui faisais ça aussi. Je me suis tourné vers elle. Trouver des excuses, a-t-elle dit. Pas pour quelque chose comme ça. Je n'étais pas au courant de ça, mais quand il était plus jeune, s'il était impoli, je disais qu'il était fatigué. S'il n'appelait pas, je disais qu'il était occupé. S'il ramenait tout à lui, je disais qu'il était sous pression. Elle s'est frotté les paumes. Je pensais être une mère qui le soutenait. Je ne savais pas quoi dire. De retour à la maison, elle a finalement expliqué la situation de la propriété d'une manière que personne ne m'avait jamais expliquée. La maison avait appartenu à son mari. Après sa mort, le titre de propriété lui a été transféré. Elle a déménagé quelques années plus tard parce qu'elle voulait un endroit plus petit, plus près de sa sœur. Elle a laissé son fils rester dans la maison et plus tard nous a laissé y rester après notre déménagement. Il s'occupait des impôts, de l'assurance et de l'entretien parce qu'il était sur place et, selon elle, bon avec la paperasse. Il ne l'avait jamais possédé. Pas une partie. Pas secrètement. Pas éventuellement. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai dit, il l'appelait toujours sa maison. Je sais. Et tu ne l'as jamais corrigé. Elle avait l'air honteuse. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça semblait inoffensif. J'ai ri sans humour. Rien n'est inoffensif quand la même personne arrive à tout définir. Elle n'a pas argumenté. Puis je lui en ai dit plus que je ne lui avais jamais dit sur nos finances. Comment il m'avait découragé de retourner au travail. Comment je ne connaissais pas le solde de nos économies. Comment je ne savais pas exactement quelle dette nous avions. Comment j'utilisais une carte liée à son compte pour presque tout. Comment il s'occupait de nos impôts, de nos mots de passe et des renouvellements d'assurance. Elle avait l'air vraiment choquée. Je pensais que tu voulais rester à la maison, a-t-elle dit. Je pensais le vouloir aussi, finalement. C'était difficile à admettre. Elle a tendu la main sur la table, puis s'est arrêtée avant de toucher ma main. Tu peux rester ici. Pour combien de temps? On trouvera une solution. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de charité. C'est ma maison, a-t-elle dit. Et je ne vais pas lui donner le pouvoir de te mettre dehors parce qu'il est en colère. Puis, parce qu'elle était toujours sa mère et parce que les gens sont compliqués, elle a ajouté, je l'aime. Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Mais l'aimer ne signifie pas l'aider à faire ça. C'était la première chose que quelqu'un disait qui semblait solide. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un avocat. J'y suis allé seul parce que j'avais besoin de faire au moins une chose sans que quelqu'un me tienne la main. J'ai apporté mon téléphone, un dossier de documents aléatoires que je comprenais à peine, et un message utile de mon mari disant qu'il restait ailleurs et ne prévoyait pas de revenir avant que les choses ne se calment. L'avocate m'a posé des questions de base. Savez-vous quel compte vous avez ensemble? Pas exactement. Connaissez-vous les soldes? Non. Des comptes de retraite? Je pense que oui. Des prêts personnels? Peut-être. Des dettes de carte de crédit? Je ne sais pas. Au quatrième je ne sais pas, j'avais envie de me cacher sous le bureau. L'avocate ne m'a pas jugé. Cela a presque aggravé les choses. Elle a juste continué à écrire. Finalement, elle a dit, vous devez arrêter d'avoir honte de ce que vous ne savez pas, et commencer à vous renseigner. Cette phrase est devenue toute ma personnalité pendant le mois suivant. J'ai ouvert mon propre compte bancaire. J'y ai mis le peu d'argent liquide que j'avais de l'argent d'anniversaire, de petites économies et quelque chose que j'avais retourné. Ce n'était pas beaucoup, mais voir un compte avec seulement mon nom dessus m'a rendu étrangement émotive. J'ai changé le mot de passe de mon email. Puis j'ai réalisé que je ne me souvenais pas du mot de passe d'un autre compte que j'avais depuis des années parce que mon mari s'était toujours connecté pour moi. J'ai passé un après-midi entier à réinitialiser des choses et à me mettre de plus en colère à chaque email de vérification. La situation de la maison devait également être gérée avec soin. Mon premier réflexe avait été de changer les serrures immédiatement, mais l'avocate m'a dit de ne pas transformer un conflit conjugal en un plus grand désordre en improvisant des règles juridiques. Elle a conseillé à ma belle-mère, en tant que propriétaire réel, de documenter par écrit l'accès qu'elle autorisait et d'organiser un moment pour qu'il récupère ses effets personnels. C'est donc ce que nous avons fait.
Une fois cela réglé, la serrure a été changée. Nous avons installé une simple caméra à l'entrée principale. Non pas parce que je pensais qu'il allait défoncer la porte, mais parce que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas se présenter et commencer une autre dispute. Il a détesté ça. Son message est arrivé tard ce soir-là. Tu dois arrêter d'agir comme si tu possédais cette maison. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de répondre. Je ne la possède pas. Ta merci. Il a répondu presque immédiatement. Elle reviendra à la raison. Cette phrase m'a glacé plus qu'une menace ne l'aurait fait. Non pas parce que je pensais qu'il était dangereux. Je ne le pensais pas, mais parce que cela me disait exactement comment il voyait sa mère. Elle n'était pas une personne qui avait pris une décision. Elle était quelqu'un qui fonctionnait mal temporairement. Le lendemain matin, son ami du travail m'a appelé. Il semblait nerveux. Il y a quelque chose que je devrais te dire. Je me suis assise à la table de la cuisine. La femme de la fête travaille directement sous ses ordres. J'ai fermé les yeux. Directement? Ouais. Il a expliqué qu'elle faisait partie de l'équipe de mon mari et qu'il approuvait une partie de son travail, ses performances, ses retours, son emploi du temps, des choses comme ça. Il avait remarqué les déjeuners parce que c'était inhabituel, mais pas si inhabituel qu'il ait immédiatement supposé une liaison. L'as-tu déjà vu la favoriser? J'ai demandé. Je ne sais pas, a-t-il dit. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Je ne veux pas inventer des choses. Mais la relation elle-même pourrait être un problème là-bas. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec cette information pendant des heures. Puis j'ai appelé mon avocate. Elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle m'a demandé ce que j'espérais qu'il se passe. J'ai détesté la question parce que je connaissais la réponse. Je veux qu'il y ait une conséquence. Elle n'a rien dit. J'ai ajouté, et je sais que ça semble vindicatif. Ça semble honnête. Puis elle m'a mise en garde sur la partie que je n'avais pas vraiment considérée. S'il perdait son revenu, cela pourrait compliquer le côté financier du divorce. Il n'y avait pas de récompense dramatique garantie où il se ferait virer et où j'en profiterais comme par magie. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Pour la première fois depuis la fête, la vengeance et l'intérêt personnel pointaient dans des directions opposées. J'ai passé 3 jours à débattre avec moi-même sur l'opportunité de contacter son entreprise. Ma sœur a dit oui immédiatement. Ma belle-mère non. Quand je lui ai dit que la femme était sa subordonnée directe, elle a fermé les yeux et a marmonné quelque chose à voix basse. Puis elle a dit, « Es-tu sûr de vouloir impliquer son travail ?» Je me suis hérissé. « Tu penses que je devrais le protéger ?» Je n'ai pas dit ça. On dirait. Elle a eu l'air blessée, puis irritée. Je suis toujours sa mère. Je peux penser que ce qu'il a fait était mal et ne pas pour autant apprécier de voir sa vie s'effondrer. Ça m'a fait taire parce qu'elle avait raison. Je m'étais habitué à ce que les gens choisissent leur camp de manière si agressive que je commençais à traiter toute hésitation comme une trahison. Je suis désolé, j'ai dit. Elle a hoché la tête. Je veux juste que tu réfléchisses avant de faire quelque chose que tu ne peux pas défaire. Alors, j'ai réfléchi. Puis je l'ai signalé. Je n'ai pas envoyé de message dramatique. Je ne l'ai pas accusé de lui donner des promotions, de l'argent ou un traitement de faveur parce que je ne le savais pas. J'ai dit ce dont j'avais personnellement été témoin. Il avait amené une femme du travail à la maison. Il l'avait embrassée devant plusieurs personnes et pendant la confrontation, elle a dit qu'ils étaient impliqués depuis quelques mois. J'avais depuis appris qu'elle dépendait directement de lui. J'ai donné mes coordonnées. Puis, j'ai cliqué sur envoyer et je me suis senti mal. Pendant la semaine suivante, rien ne s'est passé que je puisse voir. Mon mari ne m'a pas appelé en hurlant. Personne de l'entreprise ne m'a contacté. La vie est devenue de la paperasse, des textos gênants et la tâche étrange de séparer un mariage alors que la personne que vous avez épousée est toujours bien vivante et toujours capable de vous agacer. Il m'envoyait des messages principalement sur ses affaires. J'ai besoin du manteau noir. J'ai besoin du dossier du bureau. J'ai besoin de mon vieil ordinateur portable. J'ai emballé les choses dans des boîtes et j'ai mis des étiquettes dessus. Puis il glissait quelque chose d'émotionnel. Tu penses vraiment que tout est de ma faute, ou tu as l'air plutôt à l'aise de vivre dans la maison de ma famille ou mon préféré, tu apprécies ça. Je n'appréciais pas.
C'était la partie qu'il ne pouvait pas comprendre. Je pouvais être furieuse et toujours malheureuse. Je pouvais vouloir des conséquences et toujours regretter celui que je pensais qu'il était. Je pouvais détester ce qu'il avait fait et toujours tendre automatiquement la main vers mon téléphone quand quelque chose de drôle se produisait parce que pendant 11 ans, il avait été la personne à qui je le disais en premier. Quelques semaines après la fête, le jour que nous avions convenu pour qu'il récupère ses affaires est enfin arrivé. Ma belle-mère est venue, pour que je ne sois pas seul. Bien que, encore une fois, je ne pensais pas qu'il allait me faire du mal. Je ne faisais juste pas confiance à la conversation. Nous avons placé les boîtes dans le garage. Quand il est arrivé, il avait l'air plus mince. Ça m'a irrité aussi. Il avait le droit d'avoir l'air tragique après avoir fait exploser notre vie. Il a regardé les boîtes pendant un long moment. Tu as tout emballé. La plupart. Il a soulevé le couvercle d'une boîte et a vu des chemises pliées, une photo encadrée, quelques vieux livres. Puis il a dit, « Alors c'est tout ? 11 ans dans des boîtes ?» J'ai croisé les bras. Tu es parti. Il m'a regardé. Tu as bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Tu as ramené ta petite amie à la maison. Ce n'est pas ma petite amie. J'ai presque ri. Super mise à jour. Il a regardé sa mère. Vas-tu vraiment rester là? Elle a dit, je suis là pour m'assurer que tout reste calme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle n'a pas répondu. Il a chargé les boîtes dans sa voiture une par une. Au début, il a essayé de paraître en colère, mais pour les dernières, il avait juste l'air fatigué. Avant de partir, il m'a dit, tu agis comme si rien de tout ça ne te blessait. Ça m'a prise au dépourvu. Ça me blesse, j'ai dit. Son visage s'est adouci pendant une demi-seconde. Puis j'ai ajouté, ça ne veut juste pas dire que je veux que tu reviennes. La douceur a disparu. Après son départ, je suis monté et j'ai pleuré si fort que j'ai dû m'asseoir sur le sol de la salle de bain. Environ un mois plus tard, ma belle-mère a reçu l'appel. Elle était chez moi, sa maison. Techniquement, même si à ce moment-là, nous évitions toutes les deux en plaisantant de dire l'une ou l'autre version. Quand son téléphone a sonné, elle a répondu. A écouté pendant peut-être 10 secondes et tout son visage a changé. Elle est allée dans le couloir. Je n'ai pas essayé d'écouter, mais mon mari était assez bruyant pour que j'entende des bribes de toute façon à cause d'elle. Alors elle les a contactés. Et finalement, j'ai besoin d'aide. Quand ma belle-mère est revenue, elle s'est assise lentement. Il a été renvoyé. J'ai senti un frisson glacial dans ma poitrine. Pour la relation, en partie. Selon ce qu'il lui a dit, l'entreprise a enquêté sur la relation, examiné les messages et constaté qu'il ne l'avait jamais déclaré. Il y avait aussi des préoccupations concernant les évaluations qu'il avait faites pour la femme pendant qu'ils étaient impliqués. J'ai demandé, ont-ils dit qu'il avait changé ses évaluations? Je ne sais pas. Il criait. Il a dit qu'il prétendait qu'il y avait un conflit d'intérêts. C'était suffisant. Il m'a complètement blâmé. Pas l'infidélité, pas la relation non déclarée avec quelqu'un qu'il supervisait. Moi. Puis il a demandé de l'argent à sa mère. Elle a dit non. Pas pour toujours. Pas avec un grand discours sur les conséquences. Elle lui a simplement dit qu'elle ne paierait pas ses dépenses courantes. Elle a proposé de l'aider à trouver une chambre ou un appartement temporaire s'il avait besoin d'un endroit moins cher. Il a refusé. Il a dit qu'il n'allait pas emménager dans un petit endroit déprimant comme un étudiant. Elle me l'a dit. J'ai presque souri. Alors je suppose qu'il n'est pas si désespéré. Elle m'a lancé un regard qui disait « pas maintenant ». Quelques jours plus tard, il l'a rappelé et a apparemment laissé échapper que la femme du travail avait cessé de le voir après le début de l'enquête. Mon avocate m'avait prévenu que la perte d'emploi pourrait compliquer les négociations financières. Et elle avait raison. Mon mari a soudainement agi comme si chaque dollar était la preuve de ma cruauté. Il s'est plaint que j'avais détruit sa carrière et que par conséquent, je ne devais pas m'attendre à ce qu'il soit généreux. Je n'arrêtais pas de me répéter que je n'avais rien inventé. J'avais rapporté des faits. Pourtant, je devais aussi admettre que je ne les avais pas rapportés parce que j'étais passionnément engagé envers l'éthique professionnelle. Je les ai rapportés parce que je voulais que quelqu'un d'autre que moi regarde ce qu'il a fait et dise, cela a des conséquences. Le divorce a traîné pendant des mois,
principalement parce que l'obtention d'un tableau financier clair a pris plus de temps que prévu. Puis un après-midi, mon avocate a appelé et a dit « Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir ». Il y avait un compte d'épargne au seul nom de mon mari. Pas illégal, pas magique, pas une fortune secrète à l'étranger, juste un compte ordinaire dont je ne connaissais pas l'existence. Il y avait assez d'argent dessus pour que ça compte. Beaucoup plus que ce que j'avais sur mon tout nouveau petit compte. Les dépôts remontaient à des années. Des années. Je suis resté assise dans ma voiture devant le bureau de l'avocate après et j'ai regardé à travers le pare-brise. Il avait passé des années à me dire que nous devions être prudents, qu'un salaire de réceptionniste n'ajouterait pas assez pour justifier que je travaille, que nous ne pouvions pas nous permettre certains voyages, que le remplacement du canapé usé pouvait attendre. Qu'il était le responsable parce qu'il comprenait l'argent. Et pendant tout ce temps, il avait déplacé de l'argent sur un compte dont je ne savais rien. En médiation, il a essayé d'expliquer le compte. J'économisais, j'ai dit, 2 mois pour nous. Alors pourquoi je ne savais pas? Il a regardé la médiatrice au lieu de moi. Parce qu'elle devient émotive avec l'argent. J'ai ri. Mon avocate a posé une main légèrement sur mon bras. Pas pour me faire taire exactement, plutôt comme un rappel que je la payais pour être la personne calme dans la pièce. Mon mari a continué, j'essayais d'être responsable. Il fallait bien que quelqu'un le soit. Voilà encore ce mot, responsable. Ça avait été son mot préféré pour faire passer le contrôle pour un service. Mon avocate a demandé d'où venaient les dépôts. La discussion est restée ennuyeuse, ce qui était probablement une bonne chose. Salaire, transfert, économie au fil du temps. Pas de crime secret, pas de grand héritage caché, juste de l'argent accumulé pendant le mariage dont j'avais été délibérément tenue ignorante. Puis mon mari a mentionné le gâteau. Bien sûr, il l'a fait. Il a dit, on prétend qu'elle est la calme, la raisonnable, mais elle m'a attaqué devant tout le monde. J'ai dit, avec du glaçage. Mon avocate m'a lancé un regard. Je me suis tue. La médiatrice lui a demandé de rester sur la question financière. Il a continué. Ça montre son comportement. Elle perd le contrôle. Mon avocate ne l'a pas nié. Ça m'a surprise. Elle a dit, ma cliente a réagi de manière impulsive dans une situation humiliante et émotionnelle. Elle reconnaît qu'un incident isolé avec un gâteau ne change pas la classification des fonds accumulés pendant le mariage. Je l'ai regardé et j'ai pensé, oh, c'est ça que ça fait quand quelqu'un n'a pas besoin de prétendre que tu es parfaite pour te défendre. Ça comptait plus que je ne l'aurais cru. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que je devais me comporter impeccablement si je voulais être traité équitablement. Ma mère m'avait formé ainsi. Mon mari en avait profité. Si j'élevais la voix, le volume devenait le problème. Si je pleurais, j'étais instable. Si je me mettais en colère, soudainement nous discutions de mon ton. Le gâteau était stupide. Je méritais toujours d'avoir accès à la vérité sur mon mariage. Les deux choses pouvaient être vraies. Après plusieurs autres semaines de négociations, nous sommes parvenus à un accord. J'ai obtenu une partie de l'argent qui avait été économisé pendant le mariage et une répartition équitable des autres biens matrimoniaux que nous pouvions réellement identifier. Ce n'était pas de l'argent qui changeait la vie. Je ne suis pas soudainement devenu riche. C'était assez pour respirer. Une fois la partie légale terminée, je n'avais plus d'excuses pour ne pas affronter la partie que j'avais le plus redoutée, le travail. Mon CV avait l'air d'avoir été abandonné dans une autre décennie. Je l'ai mis à jour 3 fois et je le détestais toujours. Ma sœur m'a aidé à changer la mise en page, puis m'a dit d'arrêter de m'excuser dans la section résumé, ce que je ne réalisais même pas que je faisais. Lors de mon premier entretien, le directeur m'a demandé pourquoi j'avais été si longtemps hors du marché du travail. Je me suis figé. Il y avait des manières professionnelles de répondre à cette question. Je les avais pratiquées. Au lieu de cela, j'ai dit, le travail de mon mari nous a fait déménager et j'ai fini par rester à la maison plus longtemps que prévu. Puis j'ai entendu à quel point cela semblait insignifiant et j'ai commencé à trop expliquer. Au moment où je suis parti, je savais que je ne l'avais pas eu. Je suis resté assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Puis je me suis mise en colère contre moi-même pour avoir pleuré. Puis j'ai ri parce qu'apparemment c'était juste mon nouveau processus pour tout. Le premier emploi que j'ai obtenu était un travail temporaire dans une petite boutique.
Le salaire n'était pas génial. Les horaires changeaient de semaine en semaine. Mes pieds me faisaient constamment mal parce que j'avais oublié ce que c'était que de rester debout pendant un quart de travail entier. J'ai adoré ça. Mais j'adorais recevoir un planning avec mon nom dessus. J'adorais pointer. J'adorais savoir exactement ce que j'avais gagné. La première semaine, une collègue qui avait probablement 15 ans de moins que moi m'a montré comment utiliser le système du magasin. Elle se déplaçait si rapidement à l'écran que j'ai finalement dit « Peux-tu refaire ça ?» comme si j'étais la tante confuse de quelqu'un. Elle a ri et a ralenti. J'ai écrit les étapes sur un morceau de papier et je l'ai gardé dans ma poche. Il y avait des jours où je me sentais ancienne, même si je ne l'étais pas. J'avais passé des années à entendre mon mari me dire que retourner au travail serait inefficace. Et maintenant, chaque erreur semblait prouver qu'il avait eu raison. Je me suis inscrite à un cours de remise à niveau en administration. Je l'ai payé moi-même. Le premier soir, j'ai failli partir pendant la pause. Tout le monde semblait plus rapide. Ils connaissaient des logiciels que j'avais à peine touchés. Une femme a mentionné nonchalamment qu'elle suivait le cours pour renforcer son CV pour une promotion. Et je suis resté assise là à penser, je suis en train de suivre ça parce que j'ai oublié comment faire une feuille de calcul décente. Je suis resté. Quelques mois plus tard, j'ai passé un entretien pour un poste administratif dans un petit bureau. Quand le directeur m'a interrogé sur mon interruption de carrière, je n'ai pas paniqué. J'ai dit, je me suis retiré du travail rémunéré après un déménagement familial. J'ai récemment repris, j'ai suivi une formation actualisée, et je cherche quelque chose de stable où je peux reconstruire. J'ai obtenu le poste. Le poste était plus simple que le travail de réceptionniste que j'avais eu avant notre déménagement. Je m'en fichais. Le matin où mon premier chèque de paie a été déposé sur mon compte, j'ai fixé le solde en étant assise dans ma voiture devant le travail. Je voulais acheter une nouvelle paire de chaussures parce que les miennes tombaient en morceaux. Ma première pensée a été, je devrais vérifier si c'est bon. En fait, même pas vérifier. J'ai pensé, comment vais-je l'expliquer? Puis je suis resté assise là et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne à qui l'expliquer. J'ai acheté les chaussures après le travail. Elles n'étaient pas chères. Ma relation avec ma mère est restée tendue. Elle continuait à envoyer des messages qui étaient moitié des excuses, moitié des leçons de morale. Je suis désolé que tu te sois senti non soutenu, mais je m'inquiétais seulement de ta colère. Ou, j'espère qu'un jour tu pourras voir que j'essayais d'empêcher les choses de s'envenimer. Finalement, j'ai répondu une fois, je ne discute plus de ma réaction comme un moyen d'éviter de discuter de ce qu'il a fait. Si tu veux une relation avec moi, arrête de me rendre responsable de le protéger des conséquences de ses choix. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis elle a écrit, j'ai besoin de temps. J'ai pensé, prends-le. Mon ancienne belle-mère et moi, étrangement, nous sommes rapprochés. Elle disait, je sais qu'il t'a blessé, mais c'est toujours mon fils. Et je disais, je sais. Je disais, je suis désolé. C'était plus dur que nécessaire. Et elle disait, tu as le droit d'être en colère. Ce n'était pas parfait. C'est pourquoi ça a fonctionné. À ce moment-là, je vivais dans sa maison depuis des mois. Et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise d'une manière différente. Au début, y rester avait été une question de survie. Puis c'est devenu pratique. Le divorce était terminé. Je travaillais. J'avais de l'argent du règlement. Je pouvais techniquement rester parce qu'elle m'avait dit que je pouvais. Mais je ne voulais pas que mon indépendance dépende de mon ancienne belle-mère pour toujours. Alors, j'ai commencé à regarder des appartements, des petits, de très petits appartements. Le premier endroit que j'ai visité avait une cuisine si étroite que je pouvais ouvrir le réfrigérateur et bloquer tout le passage. Le deuxième sentait comme si quelqu'un y avait fumé pendant 100 ans. Le troisième était propre, calme et légèrement plus cher que ce que je voulais. Je suis resté dans le salon à mesurer un mur avec mon téléphone et j'ai réalisé que je souriais. Je pouvais imaginer mes affaires là. J'ai signé le bail. Quand je l'ai dit à mon ancienne belle-mère, elle a eu les larmes aux yeux. J'espérais que tu resterais plus longtemps. Je sais, mais je suis fier de toi. J'ai grogné. Ne rends pas ça émotionnel. Tu as jeté un gâteau sur quelqu'un et soudain tu as peur de l'émotion. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer.
Un peu plus d'1 an s'était écoulé depuis la fête d'anniversaire au moment où j'ai commencé à faire mes cartons. Un soir, alors que nous trions les affaires de cuisine, mon ancienne belle-mère a reçu un message de mon ex-mari. Elle l'a lu, a soupiré et a posé une assiette. Quoi? Il sait que tu pars. J'ai arrêté de scotcher la boîte. Comment? Je le lui ai dit. C'était juste. C'était sa maison. Et il veut revenir s'installer. Je l'ai fixé. Sérieusement? Il dit que ça n'a pas de sens que la maison reste vide. J'ai commencé à rire. Pas parce que c'était drôle exactement, mais parce que c'était si parfaitement lui. 1 an plus tard, après tout, il regardait toujours la maison et voyait quelque chose qui lui avait été temporairement retiré. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai déjà dit non. J'ai arrêté de rire. Elle a continué à emballer la vaisselle. Il pense que je le punis, a-t-elle dit. Est-ce le cas? Elle y a réfléchi un peu. J'ai apprécié l'honnêteté. Puis elle a dit, et surtout, je ne veux pas revenir à la situation d'avant. Je l'ai laissé traiter la maison comme la sienne. Je l'ai laissé supposer que je réparais toujours les choses. Je ne pense pas que ça l'ait aidé. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté, je lui ai proposé de l'aider avec les 2 premiers mois de loyer ailleurs. J'ai haussé un sourcil. Je suis sa mère. Je sais. Il a dit non, bien sûr. Elle a souri tristement. Bien sûr. Mon déménagement a pris la majeure partie d'un week-end. Ma sœur a aidé. Un collègue est venu pendant quelques heures. Mon ancienne belle-mère a supervisé les boîtes comme si elle dirigeait un entrepôt d'expédition et a continué à essayer de glisser des torchons de cuisine supplémentaires dans ma voiture. La situation des meubles était un mélange de choses du divorce et de choses que j'avais achetées après. Cette distinction comptait pour moi plus qu'elle n'aurait dû. Cette chaise venait du mariage. Cette lampe, je l'ai achetée. Cette table était la nôtre. Ces assiettes sont à moi. Le dernier après-midi, je suis resté seul dans l'ancienne chambre pendant quelques minutes. Je m'attendais à ce que des souvenirs me frappent. Ils l'ont fait, mais pas dans une vague dramatique. Pas dans un « je me suis souvenu de plier le linge sur le lit », de me disputer à propos d'un climatiseur cassé, de rire parce qu'il a une fois essayé de réparer un tiroir et a empiré les choses. De rester éveillé pendant qu'il ronflait. Des choses normales. C'était presque plus difficile que de se souvenir de la trahison. Le mariage n'avait pas été faux à chaque seconde. Il avait été assez réel pour moi, et c'était quelque chose que je devais pleurer sans l'utiliser comme une raison de revenir. Ce soir-là, j'ai reçu un message de mon ex-mari. Nous nous parlions à peine à ce moment-là. La plupart des communications s'étaient estompées une fois le divorce finalisé et les problèmes financiers réglés. Le message disait « J'espère que tu es heureuse. Tu as retourné ma propre mère contre moi. » Je l'ai fixé. Il y avait au moins 10 réponses dans ma tête. J'aurais pu lui dire que sa mère n'était pas une chaise que j'avais déplacée de mon côté de la pièce. J'aurais pu lui rappeler qu'elle lui avait offert de l'aide. J'aurais pu énumérer tous les choix qu'il avait faits. J'aurais pu dire, c'est toi qui as fait ça. Celui-là était tentant. Au lieu de cela, j'ai lu le message une fois de plus et je l'ai archivé. Aucune réponse. Ma première nuit dans l'appartement a été un chaos. Des boîtes partout. Pas encore de rideaux. Le réfrigérateur faisait un petit cliquetis agaçant toutes les quelques minutes. Il manquait une vis à mon cadre de lit et je n'avais aucune idée de quelle boîte contenait le rideau de douche. J'ai mangé à emporter assise par terre. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, c'est à moi. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une petite table pour la cuisine. Je suis resté dans le magasin à regarder l'étiquette de prix et j'ai fait le même vieux calcul mental. Puis-je me le permettre? Oui. Ai-je besoin de permission? Non. Dois-je attendre que quelqu'un d'autre décide si c'est responsable? Non. Je l'ai acheté. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai mal assemblé, j'ai réalisé que j'avais mis une pièce à l'envers, j'en ai démonté la moitié, j'ai beaucoup juré, et je l'ai refait. Puis je me suis assise à cette table avec une tasse de café, et j'ai ouvert mon application bancaire. Mon loyer avait été débité. Mon chèque de paie était arrivé. Le solde de mon compte n'était pas énorme,
mais je savais exactement ce que c'était. Je savais ce que je devais. Je savais ce que j'avais. Cela semblait encore presque incroyable. Mon ancienne belle-mère est venue le week-end suivant avec une plante dont je n'avais absolument pas besoin et 3 récipients de nourriture dont j'avais absolument besoin. Nous nous sommes assises à la table. Elle a touché le bord et a dit « Jolie ». Je l'ai construite. Elle a regardé en dessous. Ne l'inspecte pas. Je n'ai rien dit. Tu allais le faire. Elle a souri. Pendant un moment, nous avons parlé de choses normales. Sa sœur, mon travail, le dernier désastre amoureux de ma sœur. Puis elle a dit, il est toujours en colère contre moi. J'ai hoché la tête. Il pense que je t'ai choisi. Je l'ai regardé attentivement. L'as-tu fait? Elle a secoué la tête. J'ai choisi de ne plus continuer à choisir pour lui. Ça m'est resté. Je me mets encore en colère trop vite parfois. Je surexplique encore les achats dans ma propre tête. J'ai encore des jours où une petite chose me rappelle cette fête et mon estomac se noue. Je déteste toujours les robes bleues plus qu'une personne normale ne le devrait. Et oui, parfois je me demande si le dénoncer au travail était la bonne chose à faire pour la bonne raison. Je sais que les faits étaient vrais. Je sais aussi que je voulais qu'il souffre. Les deux choses peuvent exister. La plus grande différence maintenant, c'est que je ne passe pas toute la journée à modifier mes propres sentiments pour en faire quelque chose de plus facile à vivre pour quelqu'un d'autre. Quand je suis en colère, j'essaie de ne pas jeter de gâteau. Progrès. Quand j'ai peur de l'argent, je vérifie le compte au lieu de demander à quelqu'un d'autre ce que nous pouvons nous permettre. Quand ma mère envoie un message qui commence à dériver vers l'ancien blâme, j'arrête de répondre. Quand mon ancienne belle-mère défend une petite chose à propos de son fils, je me souviens qu'elle a le droit de l'aimer sans être d'accord avec lui. Et quand mon ex-mari envoie quelque chose conçu pour m'entraîner dans une dispute, je l'ignore généralement. Généralement. Un soir calme, après m'être installé dans l'appartement, j'ai fini de déballer la dernière boîte dans le salon. C'était principalement des livres, des photos encadrées et des choses aléatoires que j'avais gardées parce que les jeter semblait trop dramatique. J'ai mis quelque chose sur l'étagère. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message auquel je devais répondre. J'ai vérifié mon compte une dernière fois et j'ai vu que le loyer était payé avec l'argent que j'avais gagné. Puis j'ai éteint la lumière du salon. Juste un appartement calme, une table de cuisine légèrement de travers, et le sentiment étrange de savoir que chaque décision à l'intérieur de ces murs était enfin la mienne.